Bonjour tout le monde. L'enregistrement que je m'apprête à faire fait suite à un courriel que j'ai reçu d'une auditrice, que je remercie d'ailleurs. Elle m'a écrit pour me faire une suggestion de sujet. Elle désirait que je parle de l'âme dans ses composantes mémorielles et dans sa soif d'expérience. Donc, merci à cette auditrice pour la suggestion. Puis, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse courriel qui se trouve dans la description sous la vidéo si jamais vous avez aussi une suggestion à faire ou une question à poser. Gardez à l'esprit que je n'ai pas la prétention de répondre ou d'apporter des réponses à quoi que ce soit. La seule chose que je fais, c'est parler ce qui passe sur un sujet donné au moment où l'enregistrement est fait. Vous avez la responsabilité de critiquer pour vous-même, c'est-à-dire de prendre ce qui vous convient et de rejeter ce qui ne vous convient pas. Une forme n'est qu'une forme, elle n'est utile que dans la mesure où elle est utile. Donc si elle ne vous sert pas personnellement dans votre évolution de conscience, n'hésitez jamais à l'acheter aux poubelles, peu importe la source de cette forme. Il faut être très prudent par rapport aux formes qui nous sont envoyées, autant à l'intérieur de notre psyché, donc par nos propres moyens, que par les formes qui nous sont projetées de l'extérieur, c'est-à-dire de gens comme moi qui parlent, comme d'autres qui parlent, des idéologies, des mouvements, des courants de pensée. Donc, il faut toujours être très critique par rapport à tout ça et rester conscient que nous sommes le seul juge du réel au final. Si on s'identifie comme seul juge de ce qui est réel au final, on doit aussi endosser la responsabilité de ne pas être dans le réel, de se tromper dans son jugement, mais nous devons aussi prendre la responsabilité d'ajuster notre vision, notre entendement des choses, au fur et à mesure que notre conscience s'ouvre et grandit. Donc, lorsqu'on se pose en seul juge de la réalité, il est inutile de faire des reproches à qui que ce soit sur quelque sujet, car si ça ne nous convient pas, nous n'avons qu'à le jeter aux poubelles. Si ça nous convient, nous n'avons qu'à l'intégrer à notre réalité, la faire sienne et faire un pas de plus vers la récupération de notre conscience. Ceci étant dit, le sujet d'aujourd'hui sera l'âme, ami ou ennemi. Est-ce que l'âme est notre ami ou notre ennemi? Quand on entame en tant qu'ego une évolution vers la conscience universelle, on a souvent fait une escapade dans l'évolution spirituelle, et si nous ne l'avons pas fait, nous sommes souvent imprégnés par les idées véhiculées dans notre monde actuellement au sujet de l'âme, c'est-à-dire que nous avons une tendance à associer l'âme à quelque chose de positif, de bon, de sacré, de vénérable. Nous l'identifions à ce qu'il y a de plus profond en nous, mais est-ce réellement le cas? Nous entendons rarement que l'âme est notre ennemi, qu'elle peut nous causer du tort en tant qu'ego qui se conscientise. Encore une fois, est-ce réellement le cas? Donc, on va essayer d'éclaircir ces aspects d'une composante fondamentale de notre constitution, mais non seulement fondamentale,
actuellement très dominante dans notre expérience matérielle. Donc avant de déterminer si l'âme est de notre côté ou non, nous sert ou nous dessert, est notre ami ou notre ennemi, essayons de déterminer qu'est-ce que l'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est une structure mémorielle, ni plus ni moins. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est une structure matérielle qui emmagasine les expériences de l'ego pour se constituer une banque de données qui pourra être récupérée afin de servir à la création de formes pour d'autres expériences. Donc l'ego vit une expérience, enregistre les impressions de cette expérience. Ces impressions sont transférées et stockées dans l'âme pour venir agrandir son bagage informationnel. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est une force pulsionnelle dans l'homme. N'ayant pas d'intelligence réelle, elle pulse comme par instinct. Elle pousse l'homme dans une direction ou une autre selon la qualité de l'énergie qui la compose. Ces pulsions seront toujours dirigées dans ou vers les expériences qui lui permettront d'acquérir des mémoires qui lui manquent et qui lui permettront d'évoluer de plus en plus sur le plan de sa propre réalité, donc le plan astral. Autrement dit, l'âme a ses propres objectifs. Ces objectifs ne concernent pas l'ego qui se conscientise. Ils ne concernent que sa propre évolution. Et l'évolution de l'âme n'est pas nécessairement alignée à l'évolution de l'ego. L'âme pulse à travers l'ego pour lui faire vivre les expériences dont elle a besoin pour acquérir l'expérience nécessaire à sa propre évolution, à sa propre élévation sur le plan astral de la planète. Autrement dit, l'âme en a rien à foutre de l'ego. Elle suit naturellement les lignes directrices qui lui ont été tracées afin de lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui permettront d'avancer de son propre point de vue. Ces caractéristiques sont nécessaires pour mettre en forme l'expérience d'un ego inconscient. L'ego inconscient n'a pas l'intelligence nécessaire pour naviguer lui-même à travers sa vie et l'évolution de l'âme est un minimum nécessaire pour que l'ego en arrive un jour à ouvrir suffisamment son esprit par une élévation graduelle de son taux vibratoire ou du taux vibratoire de l'âme. Donc l'ego inconscient, expérimental, est un outil pour l'âme, ni plus ni moins. C'est correct. Par contre, lorsque l'ego commence à se conscientiser, il doit en arriver à réaliser que ses intérêts ne se trouvent pas nécessairement où se trouvent les intérêts de l'âme. Autrement dit, un ego qui se conscientise peut tout à fait devenir très scient et très intelligent sans se laisser dominer et porter par le vent soufflé par l'âme. Autrement dit, l'ego qui se conscientise, ou plutôt l'ego parfaitement intelligent, verra où l'âme veut l'entraîner et décidera par lui-même si cette direction lui convient ou non, s'il peut utiliser cette direction à son propre bénéfice pour l'installation de formes qui lui serviront dans sa propre vie matérielle. Si ce n'est pas le cas, l'ego parfaitement intelligent n'aura aucune difficulté
à mettre l'âme au pas et à ne pas se laisser pousser dans une direction qui ne lui convient pas. Le problème, c'est que l'ego n'est pas parfaitement intelligent. Pendant un très longtemps, il n'a pas l'intelligence de saisir parfaitement son expérience sans mettre le pied dedans. Autrement dit, l'âme pulsera dans une direction pour entraîner l'ego à l'endroit qui lui convient, et le jeu sera pour l'ego de réaliser le plus rapidement possible s'il est parfaitement bien dans la direction ordonnée par l'âme. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. L'ego peut choisir de prendre cette direction. S'il n'est pas bien, alors il doit trouver la force, l'intelligence et surtout la volonté nécessaire pour ne pas se laisser entraîner sur la pente descendante de l'expérience. Il est à noter ici que même s'il est bien au départ de l'expérience, si c'est une expérience poussée par l'âme, donc non initiée créativement par l'ego, elle finit cette expérience presque toujours inexorablement au bas d'une pente descendante. L'ego se voit pratiquement toujours piégé par cette expérience car il évoluera dans un monde idéal à travers cette expérience, il en tirera des enseignements et lorsque ces enseignements seront tirés, il réalisera que l'expérience, même si elle lui convenait en son début, n'est plus maintenant parfaitement adaptée à sa nouvelle condition. Donc, c'est à ce moment que l'ego devra fournir de toute façon l'effort nécessaire pour s'extirper de l'expérience qui ne lui convient plus. Donc, si l'ego qui se conscientise est parfaitement intelligent, ce qu'il est rarement, il est capable de capter dès le départ de l'expérience ce qu'il aura à comprendre de cette expérience. S'il n'est pas parfaitement intelligent, il doit mettre le pied dans l'expérience plus ou moins longtemps afin de se donner la capacité de réaliser si, oui ou non, cette expérience lui convient ultimement et qu'est-ce qu'il a à en comprendre. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les expériences pulsées par l'âme sont nécessaires? La réponse est évidemment oui et non. Si l'ego est suffisamment intelligent pour comprendre l'expérience pulsée avant d'y mettre le pied, alors l'expérience n'est pas nécessaire. Si l'ego n'est pas assez intelligent pour tirer l'information permise par l'expérience, alors il devra mettre le pied dedans jusqu'au moment où il sera assez intelligent pour saisir cette information. Plus l'ego se conscientise, plus il devient intelligent, moins longtemps il doit garder le pied dans l'expérience. À la lumière de ce phénomène, est-ce que l'âme est une amie? De ce point de vue, l'âme est une ennemie, surtout quand l'ego commence à se conscientiser. L'ego vibre facilement à l'âme. Il est conditionné, il est structuré, il est organisé pour vibrer facilement à l'âme. Donc, quand l'ego commence à se conscientiser, l'âme est une ennemie jurée qui, elle, poussera pour l'entraîner dans des expériences qui lui conviennent à elle, et l'ego aura toutes les difficultés du monde à ne pas vouloir vivre ces expériences. Et c'est là qui est excessivement difficile pour l'ego, car même si au début il sait que l'expérience n'est pas bonne pour lui, l'âme pulse tellement fort
qu'il en arrive à agir ou à se lancer dans une expérience contre sa volonté qui est encore trop faible. Il dira « c'est plus fort que moi, j'ai pas pu m'en empêcher ». Alors, c'est difficile pour l'ego qui se conscientise et ne nous leurrons pas, ça nous arrive tous, même si on se pense très intelligent, l'âme pulse fort et peut pulser très subtilement pour entraîner l'ego à un endroit où il ne veut pas aller, même s'il en est conscient, même s'il a de l'intelligence en lui. Donc, tant que l'ego n'aura pas intégré suffisamment de mémoire, n'aura pas intégré suffisamment les mémoires de l'âme, il devra vivre l'expérience de ces mémoires afin de les intégrer, d'en intégrer l'énergie et de s'en libérer. Chemin faisant, il développe sa volonté et acquiert l'intelligence et le discernement nécessaires pour apprendre de l'expérience avant que cette expérience ne se produise. Est-ce que l'âme, donc, est une amie de l'ego qui se conscientise? Clairement pas. Clairement pas. Est-ce que l'âme peut être une amie pour l'ego qui se conscientise? La question n'est pas totalement bonne, car il ne faut pas penser aux structures internes de l'homme en tant qu'allié ou en tant qu'ennemi, en tant qu'ami ou en tant qu'ennemi. Chaque structure a ses fonctions et chaque structure agit selon sa nature et selon ses fonctions. Donc, l'âme n'agit pas pour être l'ennemi de l'homme, mais les conséquences de sa nature sont, pour l'ego qui commence à se conscientiser ou même qui a une bonne expérience de conscientisation, sont opposées à l'ego ou aux objectifs de l'ego. Donc, l'âme agit en elle-même pour elle-même. Le problème, c'est qu'elle se sert de l'ego et l'ego n'a pas nécessairement suffisamment de conscience pour comprendre que c'est pas parce que quelque chose vit à l'intérieur de lui qu'il doit toujours l'écouter ou être d'accord avec. L'ego doit en arriver à comprendre que ce qui l'habite peut le servir, peut le desservir, c'est à lui de trancher ce qui lui convient, ce dont il a besoin et dans quelle direction il veut aller. Mais l'ego, qui commence à se conscientiser surtout, n'a pas l'habitude de savoir ce qui est bon pour lui. Il pense qu'il pense. Il pense donc que ce qui l'habite fait partie de lui et qu'il n'a pas le choix. Très difficile pour l'ego qui se conscientise de comprendre qu'il a le choix et que l'âme doit être mise au pas comme toutes les autres structures psychiques qui vivent à l'intérieur de lui. Donc, clairement, l'âme n'est pas une alliée, qualifions-la d'ennemi si on veut, mais il faut pas tout de même oublier que l'âme fait partie de l'homme, qu'elle a sa raison d'être, et que lorsque l'âme sera intégrée et équilibrée à l'intérieur de la structure totale de l'homme, son rôle sera transformé et son emprise, sa domination sur l'ego sera arrêtée. Elle deviendra alors une structure énergétique permettant à l'ego d'y puiser pour matérialiser les formes créatives dont il a besoin pour accomplir les actions universelles qu'il devra poser au moment où il aura à les poser. Autrement dit, l'expérience que l'homme a accumulée au fil des siècles deviendra une réserve énergétique permettant à l'homme de mettre en forme la matière
selon une structure qui le servira créativement et qui servira les autres hommes qui sera en contact avec cette structure. Donc, de ce point de vue, et nous mettons en garde car c'est une utilité ultérieure de l'âme. Donc, une utilité lorsque l'homme sera suffisamment fusionné pour en avoir intégré l'énergie complète. Donc, ce rôle de l'âme dans ce temps futur de notre évolution, à moins que nous ne soyons déjà suffisamment fusionnés, fera d'elle une amie, à tout le moins une alliée, mais ce n'est pas tant qu'elle sera devenue amie, c'est plutôt que sa nature aura changé sous l'effet de la volonté de l'ego qui se conscientise d'en intégrer l'énergie, de la maîtriser, de la dompter et de lui faire prendre la place qui lui revient. Donc, l'âme n'est ni amie ni ennemie, elle est ce qu'elle est. À nous d'en comprendre la nature et de s'en libérer si elle nous accapare et de s'en servir si nous avons l'intelligence, la volonté et la fusion nécessaires pour s'en servir à bon escient, c'est-à-dire sous un mode créatif. Il est facile, comme je le dis souvent, de se croire intelligent, de penser qu'on utilise l'âme selon notre bon vouloir, mais il n'est pas rare qu'on se rende compte finalement que c'est l'âme qui a pulsé en nous pour nous diriger vers où elle voulait aller. Merci pour votre écoute.